Il y a une version, on peut l'appeler comme on veut, une version bis, une version director cut, une version non censurée, une version pour public averti, que sais-je. En tout cas, l'entièreté des planches qu'on a réalisées ensemble, n'a pas été faite dans ce sens. Il y a eu des modifications. C'est vrai que il y a toujours une certaine, entre guillemets, certaine censure, mais je pense que justement être sur le fil de rasoir, c'est bien. C'est ne pas sombrer de l'autre côté et ne pas non plus tomber dans une pudibonderie, ce qui m'exaspère profondément. Mais on ne doit pas tomber non plus dans la provocation gratuite. C'est pas non plus ce qu'on a voulu. Cette séquence-là, je ne veux pas dire qu'elle s'est imposée, mais elle est venue naturellement. Je pense que le personnage de Murena se devait de se reconstruire, d'à nouveau aimer la vie. Et comment aimer à nouveau la vie que dans les bras d'une femme ou d'un homme, peu importe. Je veux dire, au moins avoir ce côté charnel et bon sang, mais un acte sexuel, quand il est bien fait, c'est quelque chose de fabuleux. Et il a droit à ça. Il a droit à ça avec tous les, comment dirais-je, tous les drames qu'il a vécu, la mort de sa mère actée qui a disparu, etc. Il a été évincé de l'entourage de Néron. C'est plein de choses qui aigrissent un homme, qui lui pourrissent la vie. Enfin, je pense qu'il avait droit à ça. Et on n'a pas réfléchi en se disant, bon, on va faire cette séquence pour faire bouger le public, pour attirer. Mais alors là, pas du tout. Maintenant, si ça crée un buzz, bon, c'est souvent la mode maintenant, il y a une séquence, etc., on en parle, etc. Mais ce n'était pas notre but. Il faut savoir que Murena, d'accord, il y a une séquence érotique, une séquence sensuelle, sexuelle, mais attention, je tiens à le préciser, il n'y a pas de sexe frontal, hein. C'est fait de manière tout à fait... Je pense qu'il y a un jeu de caméra, etc., qui a été très bien étudié de part et d'autre, Jean et moi. Murena, c'est avant tout une histoire, un drame qui se passe dans la Rome antique entre plusieurs personnages, avec des trahisons, avec des fêlures de l'âme humaine, etc. C'est ça en avant, c'est ça en premier. Maintenant, ce qui découle, quelquefois, on a une séquence comme ça, mais ça ne doit pas devenir l'élément essentiel de l'album, et parce qu'il y a ça, l'album est différent. C'est une séquence, je pense, parmi d'autres. Voilà. C'est assez amusant de poser la question quelques heures avant que nous présentons le film d'Amenabar, Agora, qui montre effectivement une femme mathématicienne, physicienne, femme de tête, femme de cœur, femme complète, femme que l'on peut aimer et qui finira lapidée par le pouvoir intellectuel et par le pouvoir religieux. Donc ne nous leurrons pas, la place de la femme, elle n'avait pas l'étendue qu'elle peut avoir maintenant. La femme était autant intéressée qu'un homme par le pouvoir, elle ne pouvait pas y accéder directement. Je n'ai pas mémoire d'une femme impératrice sous le règne de Rome. Et donc, quelque part, elle devait arriver par personne interposée. Ici, c'est une mère et son fils, Néron. Le personnage de Poppée, qui peut paraître effectivement aussi vouloir être attiré par ce pouvoir et qui passe par son corps et par le sexe, est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il y a déjà une séquence précédente qui nous montre une Poppée attentive aux autres religions et aux autres cultures, et entre parenthèses à la culture judaïque. Je n'avais pas tout à fait perçu l'amour réel qui avait uni Néron et Poppée. C'est un professeur d'histoire, M. Claude Aziza, qui a attiré mon attention là-dessus. Et nous verrons au fur et à mesure des volumes suivants l'amour réel de ce couple et aussi les effets bénéfiques de Poppée sur son mari. Ce qui va bien sûr à l'inverse du personnage de Poppée que nous avons connu et de la violence qu'a pu déchaîner ce couple, puisque l'on parle toujours d'une Poppée morte à coups de pied par un Néron déchaîné. Donc je crois que c'est plus subtil que ça. Je crois que de toute façon, l'espace réservé aux femmes est beaucoup plus étroit que maintenant. Une femme n'arrive pas au pouvoir. Une femme arrive à une culture
domestique de foyer, mais n'arrive pas à une culture, je dirais, politique. Et une femme peut être attirée par le pouvoir, mais elle peut accéder à ce pouvoir par personne interposée. Donc vous vous imaginez déjà, place réduite. Si je vois l'histoire globalement, les femmes qui se sont le plus rapprochées du pouvoir, à quelques exceptions près, l'ont toujours été par le charme et par le corps. Cela ne veut pas dire qu'elles étaient inintelligentes. Elles étaient même, à mon avis, plus intelligentes que les hommes qu'elles manœuvraient, mais les armes dont elles disposaient étaient celles-là. Et pendant des siècles, des femmes qui pouvaient se révéler plus cultivées ou plus fortes qu'un homme ont toujours été éliminées, rabaissées. Donc c'est très simple. Je pense que la place de la femme dans Murena a sa place. Par contre, dans la scène sexuelle, il y a une grande liberté sexuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la civilisation romaine, la notion de péché n'existe pas. La notion de morale existe. Il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Mais le péché n'existe pas. Donc il y avait une plus grande liberté sexuelle de la femme. Elle pouvait faire l'amour à 2 ou à 3. Elle pouvait se servir d'un homme. Et donc elle avait un espace plus grand que le XVIIIe, le XIXe siècle, le siècle le plus bourgeois. Donc elle avait à la fois un champ plus étendu au niveau domestique, mais il est certain qu'au niveau politique, au niveau sociologique, c'était beaucoup plus difficile. Et donc, si nous voulons suivre une certaine logique, la femme a la place qu'elle occupe normalement dans Murena, même si ça nous paraît très contestable parfois.